Cycle menstruel, périménopause, ménopause et perte de poids. Le guide complet pour les femmes. Si t'es un gars, tu dois rester jusqu'au bout parce que tu vas apprendre pas mal de choses, que ce soit sur les femmes ou sur toi aussi. Chapitre 1 de la vidéo, on va parler de tout le mécanisme du stockage de gras chez la femme. On va parler aussi de tout son système hormonal, les œstrogènes, la progestérone, tout ça. Pourquoi tu stockes du gras, pourquoi tu stockes du gras à des endroits bien précis, pourquoi t'as faim, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, on va tout voir. On va parler aussi des ovocytes, ultra important, un chapitre ultra important. On va parler du cycle menstruel, juste après comment maximiser tous ces cycles, comment les optimiser dans une démarche de perte de poids ou de prise de muscle. Après, on va parler de la périménopause, et bien évidemment de la ménopause, comment maximiser sa perte de poids, sa perte de gras, en périménopause et en ménopause. Dans cette vidéo, il y a vraiment trois chapitres ultra importants. Si tu maîtrises celui-là, celui-là et celui-là, tu mets en PLS tout le monde. Tous les coachs sur Internet, sur Instagram, les coachs en perte de poids féminine, tu maîtrises ces trois chapitres, tu les mets en PLS. À la puberté, chez la femme, sa masse grasse, elle vient augmenter. Elle augmente dans des zones dites gynoïdes, hanches, fesses, seins, et aussi dans les cuisses. C'est un mécanisme hormonal, c'est parce qu'il y a une montée de l'œstrogène. À la puberté, au tout début, les œstrogènes, ils montent progressivement. Arrivé à la puberté, ça fait un pic, et ensuite de cycle menstruel en cycle menstruel, ça vient faire des vagues. Ça fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Nous, les hommes, on stocke le gras dans des zones dites androïdes. Androïde, ça vient du mot grec andros, andros qui veut dire homme. Surtout, nous, on stocke dans le ventre, d'accord? Les zones androïdes, c'est un peu, tu vois, c'est le haut du dos, c'est les trapèzes, c'est un peu le haut de pec, mais on stocke surtout dans le ventre. C'est, voilà, tu vois. En fait, gynoïdes, les zones gynoïdes, t'as un corps de poire, et les zones androïdes, t'as un corps de pomme, tu vois. Gynoïde, c'est pareil, il y a une étymologie grecque, ça vient du mot gyné. Gyné, en grec, ça veut dire femme. Voilà, c'est tout simple. Les femmes, vous stockez dans des zones gynoïdes, et nous, les hommes, on stocke dans des zones androïdes. Par contre, attention, quand un homme, il vient faire beaucoup d'œstrogènes, il vient stocker aussi dans des zones gynoïdes. Il stocke dans les hanches, les fesses et les cuisses, ou même les seins. Tu vois, si toi, t'es un homme, et que bah, t'as plus voilà, la carrure d'une femme, il y a un problème hormonal. Tu fais plus d'œstrogènes, tu fais trop d'œstrogènes. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, bref. Autre truc, à la puberté, le bassin de la femme, il vient s'élargir. Il vient s'élargir pourquoi? C'est un mécanisme biologique hormonal. C'est pour, entre guillemets, préparer l'accouchement. Voilà, c'est pour laisser la place. Et en plus, bah, tout le gras qu'elle a accumulé, c'est aussi une réserve d'énergie. Tout est bien fait. Les hormones féminines, elles sont fabriquées à 90-95% dans l'axe HPO. HPO pour hypothalamo-hypophyso-ovarien. Donc, ça se passe comme ça. Hypothalamus, qui est une glande dans le cerveau, il envoie un petit messager qui s'appelle GnRH pour hypophyse, qui est une autre glande dans le cerveau. Et hypophyse, en réponse à ça, elle va envoyer LH et FSH dans le sang jusqu'aux ovaires pour lui dire allez hop, tu fabriques les œstrogènes et la progestérone. Voilà, ça se passe comme ça se passe dans l'axe HPO. L'axe gonadique, l'axe gonadotrope, on peut parler de ça. Pour les hommes, c'est l'axe HPTA, hypothalamo, hypophyso, testiculaire. C'est tout simple, tu vois, c'est le même chemin. Donc voilà, les oestrogènes et la progestérone, elles sont produites à 95% dans l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Les 5-10 autres pourcents, c'est dans les glandes surrénales. Les œstrogènes et la progestérone, c'est ce qu'on appelle des hormones stéroïdiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dérivé du cholestérol. Toutes les hormones qui sont un dérivé du cholestérol, c'est des hormones stéroïdiennes. L'aldostérone, l'androsténédione, la testostérone, la DHEA, le cortisol, et voilà donc progestérone, et œstrogène. Retiens bien ça, des hormones stéroïdiennes, c'est des hormones fabriquées à partir du cholestérol. En fait, il y a trois types d'hormones. Tu as les hormones stéroïdiennes qu'on a vues, tu as les hormones peptidiques protéiques qui sont faites à partir d'une chaîne d'acides aminés. Par exemple, l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est une chaîne de 191 acides aminés. C'est ce qu'on appelle une hormone peptidique protéique. Et après, tu as les hormones amines. Les hormones amines, c'est un dérivé d'un seul acide aminé. Par exemple, la mélatonine. La mélatonine, de base, entre guillemets, ça vient de l'acide aminé, le tryptophane, la tryptophane. La tryptophane, elle passe une petite barrière que tu as dans le cerveau, la barrière hématoménagée. Ensuite, elle vient, entre guillemets, se transformer en sérotonine pour ensuite se transformer en mélatonine. Pareil pour la thyroïde. La thyroïde, c'est une hormone amine. C'est un seul acide aminé, c'est de base de la tyrosine. À la tyrosine vient s'ajouter 3 molécules, enfin du moins 3 atomes d'iode. 3 ou 4. Quand il y en a 3, la tyrosine devient la T3, et quand il y en a 4, ça devient la T4. C'est tout simple. Voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais comme je t'ai dit, si t'es un gars, t'as appris quelque chose encore. Bref, on va revenir aux hormones féminines. Dans les hormones d'œstrogène, en fait, on appelle ça les œstrogènes, parce qu'il y en a 3. Tu as l'estriol, j'y reviendrai un peu après de ça, mais je te le dis vite fait. Tu as l'estriol, l'estrone,
et tu as l'œstradiol. L'œstradiol. Je sais toujours pas s'il y a un E ou pas devant, mais bon bref, tu as l'estriol, l'estrone et l'œstradiol. Quand on parle d'œstrogène, normalement, j'aurais dû mettre un S, on parle de ces trois-là. Bref, récapitulatif, 90% des hormones féminines, elles sont fabriquées dans l'axe HPO, hypothalamo, hypophyso, ovarien, ou l'axe gonadotrope, l'axe gonadique. Tout simple. Comme je t'ai dit il y a quelques secondes, œstrogène, c'est un terme générique. En fait, ça englobe 3 hormones différentes. En fait, les œstrogènes, c'est juste une famille d'hormones. Et l'hormone qui nous intéresse le plus, c'est l'œstradiol. L'œstradiol sans O. Vraiment, quand on parle d'œstrogène à 90-95%, on parle d'œstradiol. C'est celui qui est le plus produit. Et c'est celui qui a le plus d'action. Déjà, la répartition du gras, dite gynoïde, comme on a vu tout à l'heure, hanches, fesses, seins. Petit rappel, si tu es un homme et que tu as des hanches, des fesses et des seins, ça veut dire que tu fais beaucoup d'œstradiol. Il y a juste à regarder ta prise de sang. Je suis sûr que dans ta prise de sang, l'œstradiol, il pète le plafond. Bref, l'œstrogène, il a une action directe sur le foie et sur tes muscles. Il améliore la capacité de tes muscles et de ton foie à capter le glucose. C'est la fameuse sensibilité à l'insuline. A l'inverse, quand tes muscles et ton foie, ils ont du mal à capter le glucose, et bien là, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le glucose, il retourne circuler dans le sang, il va tourner, il va tourner, il va tourner, jusqu'à qu'il sera transformé en gras. Donc voilà, quand l'œstrogène il est assez élevé, tu es sensible à l'insuline. En plus de ça, une autre action directe sur la perte de poids, il améliore la fonction mitochondriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tu auras plus d'énergie parce que les mitochondries, c'est là où 90-95% de ton corps, enfin de l'énergie de ton corps est fabriquée. Donc ça améliore cette fonction-là. Tu as plus d'énergie et tu brûles plus de graisse parce que c'est dans les mitochondries où la graisse est brûlée pour être fabriquée justement en énergie. Donc tu vois, quand les œstrogènes ils sont hauts, tu as une bonne répartition du gras, tu stockes pas trop dans le ventre, voire même pas du tout. Tu es sensible à l'insuline, tu gères très bien le glucose, tu stockes pas le glucose en gras, et en plus de ça, tu as de l'énergie. Un des autres rôles de l'œstrogène aussi, c'est la synthèse du collagène et de l'élastine, j'ai oublié de l'écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une belle peau. Tu as une peau bien tendue. Si tu as un mec et que tu es gros, tu fais beaucoup d'œstradiol, je te l'ai dit. C'est pour ça que tu as une belle peau. C'est pas parce que ta peau elle est pleine de graisse, elle est pleine d'eau, je sais pas quoi. Non, non, non. C'est parce que ton corps il synthétise bien le collagène et l'élastine. C'est la réalité. Hein. Va faire tes recherches, tu verras. Bref, et on le verra tout à l'heure. Quand tu arrives en périménopause, ménopause, les œstrogènes. Et c'est pour ça que tu as la peau qui fripe. Quoi d'autre? L'œstrogène, il améliore l'activité de la tryptophane. La tryptophane qui est un précurseur de la mélatonine, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Du coup, quand les œstrogènes sont élevés, plus de tryptophane, plus de conversion en sérotonine et plus de mélatonine. T'as un sommeil beaucoup meilleur, enfin beaucoup plus récupérateur, c'est pas français, désolé. Les œstrogènes, ils ont aussi directement un lien avec ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, tout le circuit dopaminergique. L'œstrogène, il améliore l'activité de la dopamine naturelle. Ça veut dire que tu n'auras pas envie de sucre. Tu as moins d'envie de sucre quand les œstrogènes sont élevés. Il augmente les niveaux de dopamine dans le cerveau et en plus de ça, il améliore la sensibilité des récepteurs à la dopamine et leur densité. Donc tu as moins envie de craquer et si tu prends une petite cuillère de tiramisu, tu seras ultra contente. Il y aura une grosse libération de dopamine. Voilà. Et ça joue aussi sur l'hormone de la satiété. Tu as moins faim. Je ne l'ai pas noté au tableau, ça joue aussi sur l'humeur. Quand les œstrogènes sont élevés, théoriquement, tu es de bonne humeur. Ça joue sur le circuit GABA énergique. Bon, j'ai pas les connaissances pour te faire un cours là-dessus, je te dis la vérité. Les neurosciences, tout ça, c'est un truc qui me dépasse encore. Les œstrogènes, ils ont aussi un rôle anti-inflammatoire en ce qui concerne la musculation. Ça réduit les courbatures, réduit les douleurs musculaires, même les lésions musculaires, et il améliore énormément la reconstruction musculaire. Donc quand tu as les œstrogènes qui sont élevés, tu bombardes à la salle. On verra tout à l'heure quand c'est élevé tout ça, je vais te faire, voilà, quand on parlera des cycles menstruels. Un truc aussi, c'est que tu as moins de gras du ventre quand les œstrogènes sont élevés. Il y a une enzyme qui s'appelle la LPL, lipoprotéine lipase. Et les œstrogènes, ils bloquent cette enzyme. LPL, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on a vu dans plusieurs vidéos. C'est l'inverse de la HSL, tu vois. Ces deux enzymes, elles sont sur tes cellules graisseuses. Il y en a une qui est censée les remplir, enfin qui les remplit, c'est la LPL, et HSL, c'est celle qui les vide. Et quand l'œstrogène est élevé, il vient inhiber LPL, l'activité LPL, qui vient stocker le gras. Donc à ce moment-là, tu es à ton prime, tu es au top. Et il y a beaucoup de LPL sur les cellules graisseuses du ventre. Donc voilà, quand l'œstrogène est élevé, tu as moins de risques de stocker dans le ventre et moins de risques de stocker tout seul, toi, tout court. Parce que tu es sensible à l'insuline, tes mitochondries sont au top, tu as beaucoup d'énergie, moins envie de saloperie, tu craques moins. Et à la musculation, tu construis du muscle assez rapidement. Voilà, les œstrogènes, c'est fait maintenant. Maintenant, on va parler de la progestérone. Progestérone, c'est une seule hormone. Il n'y a pas 3 ou 4 comme avec l'œstradiol et tout ça. Bref, la progestérone, en fait, grosso modo, ce que tu fais, c'est que tu prends tout ça et tu fais l'inverse.
Voilà, c'est le yin et le yang. C'est des antagonistes. Tu prends ça, tu fais l'inverse, tu ajoutes à ça de la rétention d'eau, ta température corporelle qui augmente de 0,5 degrés, donc tu as plus chaud. Tu as plus chaud, ça va aussi augmenter ton métabolisme basal. Tu brûleras un peu plus de calories, entre 100 et 300. Mais c'est traître. Tu verras pourquoi après. C'est un piège, tu vois. Faut pas que tu te dises, ouais, je brûle un peu plus de calories, donc bah, ça va me servir, c'est bien. C'est bien, hein. Mais après, il y a beaucoup de trucs qui vont venir. Hein. Retiens une chose, je te le redirai après. Quand l'œstrogène il est élevé, tu es en mode performance. Et quand la progestérone est élevée, là tu es en mode grossesse. Voilà, tout simple. Les ovocytes, chapitre très court, mais il va falloir le retenir. Alors une femme, elle naît directement avec un nombre d'ovocytes. Les ovocytes, c'est un peu, tu vois, les précurseurs des ovaires. C'est un peu des cellules reproductrices. Elles naissent directement avec. Nous, les hommes, les spermatozoïdes, il faudra attendre la puberté avant qu'ils se produisent. Donc bref, elles naissent avec 1 à 2 millions d'ovocytes et ça va faire que de décliner, que de décliner, que de décliner jusqu'à arriver à la puberté où il en restera beaucoup moins. Il en reste environ 300, 400 000. Et ensuite, de cycle menstruel en cycle menstruel, ça va encore chuter, 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 jusqu'à où il en reste plus. Voilà, j'ai marqué 100. Pour moi, c'est 0. Entre 100 et 0, c'est pareil, tu vois, quand on parle de 1 à 2 millions. C'est comme si je te disais, il te reste combien sur ton compte bancaire? Tu me dis, il me reste 3 euros. Tu vas pas dire, il me reste 3 euros. Tu vas me dire, il me reste 0. C'est pareil. Donc voilà, quand tu arrives périménopause, ménopause, c'est là en fait où le stock d'ovocytes, il est à plat. On va le voir après de toute façon. Imagine un ovocyte comme un bourgeon, tu vois. Il est à l'intérieur de ce qu'on appelle un follicule. Il y a plusieurs membranes. Tu peux aussi imaginer ça comme un œuf. Et de mois en mois, de phase menstruelle en phase menstruelle, plusieurs ovocytes vont se développer. Et il n'y en a que un qui va se développer plus que les autres. Il n'y en a que un qui va arriver à maturation. Et pendant ce temps-là, les autres ovocytes, ils vont mourir. Arrivé à la phase d'ovulation, il y a un pic hormonal, un pic de la LH. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Ce pic de LH, c'est ce qui va déterminer le moment de l'ovulation. C'est pour ça que tu peux le voir dans les tests urinaires. Bref, à partir de ce moment-là, l'ovocyte il est libéré et ça devient un ovule. Voilà. Après, il va aller se balader dans les ovaires, entre guillemets, voilà, il va passer par la trompe, etc. Et il va être prêt à être fécondé. Et là, il a 24-48 heures pour être fécondé. Autrement, il meurt, il est désintégré. Voilà, petit récapitulatif. Une femme est née avec un nombre d'ovocytes, 2 millions. À la puberté, il en reste 4-5 fois moins. Et de cycle en cycle, tu as vu, tous les ovocytes, ils meurent. Et il n'y en a que un qui est prêt à être fécondé, qui est transformé en ovule. Retiens bien ça. Les cycles menstruels. Alors nous les hommes, on n'a pas de cycle menstruel, on n'a qu'une mesure à vérifier, la testostérone. Et c'est relativement stable d'un mois à l'autre. Nous c'est linéaire. Il peut y avoir de temps en temps quelques petites baisses, voilà, ça c'est quand tu bois de l'alcool, mais sinon c'est relativement stable, c'est une ligne droite. Une femme c'est une toute autre histoire. Elle subit des changements hormonaux environ toutes les 2 semaines, voire même parfois plus fréquemment. Et ça a un impact direct sur sa composition corporelle, sur son humeur, sur son énergie. Pour tout ça, se référer au chapitre sur les oestrogènes. Le but de ce chapitre, c'est de comprendre toutes les fluctuations hormonales et faire en conséquence. Il ne faut pas s'affoler, ce n'est pas une anomalie. En coaching, des fois, j'ai des clientes qui commencent un peu à paniquer. Je me suis pesé mardi, j'étais à 80 kg. Hier, je me suis pesé, j'étais à 81,5. Donc ce que j'ai fait ce matin, j'ai coupé les glucides. Non, 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 tranquille, on s'affole pas. C'est naturel, c'est hormonal, et ça va vite revenir dans l'ordre. Comprenez ça, mesdames. Ne pas s'affoler. En tant qu'homme, on n'a pas besoin trop de faire d'ajustements, tu vois, c'est une ligne droite. Au niveau de la diète, de l'entraînement, on peut suivre le même programme à chaque fois. Une femme, il va falloir faire quelques petits ajustements, très légers. Par exemple, quand tu es dans le creux de la vague, là, sur l'entraînement, tranquille. Et quand tu es dans un pic comme ça, tu bombardes. Les cycles menstruels, en règle générale, ils durent 28 jours. Parfois, ça peut être 24, parfois, ça peut être 32, 34. Ça dépend de chacune. Dans les phases menstruelles, il y a 2 grosses phases. La phase folliculaire et la phase lutéale, qui est coupée par l'ovulation. Donc, jour 1, 5, tu es dans ta phase de règle. Du jour 1 à 13, c'est pas une erreur que j'ai fait, tu es en phase folliculaire. La vraie phase folliculaire, elle commence à partir du jour 5, on est d'accord. Au jour 14, 15, en fin de phase folliculaire, tu es dans l'ovulation, tu es à ton prime à ce moment-là. Et puis après, tu arrives en phase lutéale. Donc on va retracer maintenant la progestérone et les œstrogènes. Pendant la phase de règle, les deux restent relativement bas. Et après, l'œstrogène va monter, ça va monter en flèche pendant la phase folliculaire jusqu'à arriver à son pic au niveau de l'ovulation. Pendant ce temps-là, la progestérone reste bas. Cette montée des œstrogènes, elle est due à quoi? Elle est due à la maturation du follicule. En fait, les œstrogènes, 90% de tes œstrogènes, ils sont fabriqués par le follicule. Pendant la phase folliculaire, c'est là où l'ovocyte se développe. Et c'est le follicule qui fabrique les œstrogènes. Quand tu arrives en phase d'ovulation, là,
tu es à ton pic d'œstrogène, tu es à ton prime. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu stockes pas le gras, tu as beaucoup d'énergie, tu es de bonne humeur, etc. Ensuite, quand tu arrives en phase lutéale, ça veut dire quoi? Rappelle-toi, c'est au moment où soit l'ovule qui est fabriqué par la maturation de l'ovocyte, soit il est fécondé, soit il est détruit entre guillemets. Quand il est détruit, qu'est-ce qui se passe? Les œstrogènes, ça fait une chute. Et après, pendant la phase lutéale, ça va faire un tout petit pic, et ensuite, ça reviendra au plus bas comme on était ici. Pendant ce temps-là, la progestérone, si l'ovule il n'est pas fécondé, bam, ça va faire un pic qui redescendra aussi en fin de phase lutéale pour revenir, comme tout à l'heure, à ces niveaux les plus bas. J'espère que ça a été clair, que c'était pas fouillé. La maturation qu'il y a de l'ovocyte en début de phase lutéale, ça part du cerveau, ça part comme tout à l'heure, comme on a vu, de l'axe hypothalamus, hypophyse, ovaire. C'est cette hormone qui est responsable de la croissance de l'ovocyte. FSH. FSH, ça veut dire folliculo-stimulante hormone. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis quand tu arrives en ovulation, donc là l'ovocyte, vraiment, il est rempli, tu vois, il est bien mûr. Là, l'autre hormone qui est la LH, luteinizing hormone, elle vient entre guillemets couper l'ovocyte. Tu vois, c'est comme un agriculteur. Quand le fruit, ça y est, il est mûr, il vient, il met son petit coup de couteau. Ben là, c'est pareil. Voilà. Ces deux hormones, elles servent à ça. FSH, folliculo-stimulante hormone. Donc, petit récapitulatif. Quand tu es en phase de règle, la progestérone et les œstrogènes, ils sont bas. Quand tu es en phase folliculaire, l'ovule, enfin, pas l'ovule, pardon, l'ovocyte, il commence à se développer. Le follicule qu'il y a sur l'ovocyte, c'est lui qui fabrique les œstrogènes. Donc, monter des œstrogènes jusqu'à arriver à un pic en phase d'ovulation. À ce moment-là, si l'ovocyte, si l'ovule, du coup, il n'est pas fécondé, bam, ça descend. Et après, pic d'œstrogène, et ça redescend pour arriver encore sur une nouvelle phase de règle où les œstrogènes et la progestérone sont bas. Juste après, je vais t'expliquer comment maximiser ces cycles, mais retiens bien ça. Quand les œstrogènes sont à leur pic, tu es à ton prime. À ce moment-là, tu n'es plus à ton prime. Tu as moins d'énergie, tu stockes plus le gras, etc. Bref. La phase folliculaire, elle est dominée par les œstrogènes, et la phase lutéale, elle est dominée par la progestérone. Je suis désolé si ça n'a pas été clair, j'ai fait de mon mieux, j'espère quand même que c'est clair. Alors, comment maximiser tout ça? Normalement, j'ai même pas besoin de te le dire. Si tu as pris des notes tout au long de la vidéo, normalement, tu sais comment faire. Mais là, je vais vraiment t'expliquer. Alors, comme je t'ai dit, la phase folliculaire, c'est une phase qui est dominée par l'œstrogène. Et la phase lutéale, ça va être une phase qui va être dominée par la progestérone. Il y a un tout petit pic d'œstrogène qui arrive en phase lutéale, mais c'est pas assez suffisant. La progestérone, elle va venir, entre guillemets, tu vois, l'attraper par le col, la redescendre, et il sera quasiment inutile. Quand tu es en phase folliculaire, ton corps il est en mode performance. Quand tu vas à la salle, tu bombardes, tu es au top, tu es à ton prime. Quand les œstrogènes ils sont élevés en phase folliculaire, tu es sensible à l'insuline. Tu risques de moins stocker le glucose dans le tissu adipeux. D'autant plus que l'activité de la lipoprotéine lipase, elle est bloquée. Rappelle-toi, la LPL, c'est une enzyme qui a sur tes cellules graisseuses pour venir stocker le gras. En plus de ça, tu as un peu moins faim, théoriquement. Et tu risques aussi de moins craquer parce que voilà, le noyau accumbens, là où il y a tout le circuit dopaminergique, tu es au top. Tu as aussi, comme je te l'ai dit, la fonction mitochondriale qui est accrue. Donc, tu as plus d'énergie. Comme je t'ai dit aussi, tu es théoriquement de bonne humeur. Après, ça dépend des personnes. Ça dépend si tu es une perverse narcissique, tout ça. Bref, tu dors aussi mieux. Tu as un sommeil récupérateur, un sommeil profond. Pendant ton sommeil, tu as l'hormone de croissance qui est sécrétée. L'hormone de croissance, c'est une hormone qui vient brûler le gras. Son rôle principal, c'est de brûler le gras. Donc voilà, quand tu es en phase folliculaire, tu es en mode performance, tu es au top à la salle, tu bombardes. Arrivé en phase lutéale, va falloir, tu vas chill. Là, ton corps, il se met en mode grossesse. Il se met en mode fécondation. Après, soit, voilà, l'ovocyte qui arrive à maturation, soit il est fécondé, soit bref, je te rappelle pas ça. Mais bon, c'est une phase qui est dominée par la progestérone. Et la progestérone, c'est une hormone qui est quasiment l'inverse de tout ce qu'on a vu là. En plus de ça, tu ajoutes la température de ton corps qui augmente de 0,5, ton métabolisme qui est un peu boosté, ça va de l'ordre de 100 à 300 calories brûlées en plus, tu vas me dire c'est bien, mais je t'ai dit quoi, la progestérone c'est une hormone inverse à l'œstrogène, entre guillemets, du coup, tu risques de craquer. Voilà, tout le circuit dopaminergique qui va te demander, tu es moins sensible à la dopamine, tu vas vouloir plus de sucre, etc. Tu risques de craquer. En plus de ça, tu as moins d'énergie, tu vas vouloir manger plus, tu as plus faim, je ne l'ai pas noté, et tu es un peu moins sensible à l'insuline. Voilà, donc le glucose que tu vas manger, il y a des chances qu'il soit stocké en fat. En plus, tu as l'activité de la LPL, l'enzyme qui a sur tes cellules graisseuses qui vient stocker le fat, qui est activée. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu es amené à stocker du gras en phase lutéale. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Un truc à faire quand tu es en phase lutéale, quand tu es en mode grossesse, tu peux venir diminuer un peu les glucides, parce que comme je t'ai dit, tu es un peu moins sensible à l'insuline.
Tu les diminues de, allez, 20%. On va pas non plus les couper, je t'ai pas dit de les couper, tu les diminues de 20%. Si tu as pour habitude de manger, je sais pas, 130 grammes de glucides sur ta journée, c'est très bas déjà, mais tu peux descendre à 100 tranquillement. Tu descends à 100 grammes, tu les répartis bien aussi. Tu peux déjà faire ça. Et en parallèle, tu augmentes les protéines. Voilà, tu fais pareil avec les protéines, tu les augmentes de 30-40%, comme ça déjà tu viens combler ton total calorique. Les protéines, c'est quelque chose qui va te tenir dans le ventre, tu auras peut-être moins faim. Théoriquement, normalement, tu as moins faim. Moins peut-être de craquage, ça peut être bénéfique. Donc déjà, premier conseil, quand tu arrives en phase lutéale, tu peux augmenter légèrement les protéines et baisser un peu les glucides en parallèle. Voilà, tu baisses de 20% ici, tu augmentes les protéines de 30%. Tranquille. Côté entraînement, côté cardio, musculation, phase folliculaire, tu es en performance. Tu bombardes. Et quand tu arrives en phase lutéale, chill. Si tu avais pour habitude ici de mettre le tapis sur 15% de pente, quand tu arrives ici, bah, tu le mets sur 5%. Si tu avais pour habitude de faire 8 séries d'un exercice, voilà, quand tu arrives ici, tu fais plus que 6 séries. Tranquille. Là, tu te mets en mode repos. Tu es en mode grossesse. Niveau complément alimentaire, pourquoi pas prendre un peu de magnésium quand tu es en phase lutéale. Et en phase de règle, un peu de fer. Tu perds du sang, voilà, tu peux te complémenter éventuellement en fer. C'est pas magique, mais voilà. C'est compliqué que d'être une femme. Hein. Je t'ai dit, nous les hommes, c'est linéaire, on peut suivre le même programme tout le mois. Une femme, va falloir des fois descendre, des fois augmenter. Que ce soit pour l'exercice physique ou aussi pour la diète, comme je t'ai dit. C'est un petit conseil que je te donne. Récapitulatif, propre, clair, en 10 secondes. Quand tu es en phase folliculaire, tu es en mode performance. À la salle, tu peux y aller de manière agressive. Quand tu es en phase lutéale, chill. Tu gardes le rythme, mais tu peux réduire un peu l'intensité ou le volume, comme tu sens. Côté nutrition, tu baisses un peu les glucides. Je te rappelle que tu es moins sensible à l'insuline. Et en parallèle à ça, tu peux augmenter un peu les protéines. Comme ça, je t'ai dit, tu gardes ton total calorique, mais tu joues sur les macronutriments. Du côté de la prise de muscle, la progestérone, elle bloque les récepteurs aux androgènes, notamment la testostérone. Testostérone qui est une hormone quasiment impérative pour prendre du muscle, même chez une femme. Chez une femme, il y a plusieurs hormones pour prendre du muscle. Les oestrogènes, la testostérone et IGF-1 qui est une hormone de croissance qui est liée directement aux hormones de croissance. Bref, elle vient bloquer les récepteurs à la testostérone, aux androgènes. Donc, pendant la phase où la progestérone est élevée, pendant la phase lutéale, tu vas pas beaucoup construire de muscles. Ça va être un peu plus long. C'est hormonal, c'est normal. Sache une chose en plus. Les hormones androgènes, notamment la testostérone, c'est des hormones que tu fais 10, 15, 20 fois moins qu'un homme. Tu n'as pas ce qu'on a dans le bas-ventre, donc t'en fais moins. Donc, capacité à prendre du muscle dans des zones androïdes réduit. Les zones androïdes, trapèze, épaules, haut de pec. Donc n'hésite pas à faire de la musculation haut du corps. Ne va pas, comme toutes les jeunes, faire bas du corps lundi, mercredi, samedi. Non, fais les épaules, les triceps, les biceps, le dos, c'est important. Tu prendras pas du muscle comme un mec, tu vois. Tu peux t'entraîner pendant 3 vies, tu n'auras jamais mes épaules, tu vois ce que je veux dire. Donc impératif, vraiment, fais le haut du corps, merde. Voilà, bref. Sinon, ce que je te disais, oui, quand tu es en phase lutéale, la progestérone elle est élevée, elle vient bloquer les récepteurs d'androgènes, donc capacité à prendre du muscle réduite. A l'inverse, quand les œstrogènes ils sont élevés, c'est là où je te l'ai dit 3-4 fois, à la musculation, tu bombardes. Tu n'as pas cet effet négatif de la progestérone. Et le peu de testostérone que tu vas faire, il va bien t'aider à prendre du muscle. Niveau rétention d'eau, en phase lutéale, vous êtes amené à en faire. Pas d'affolement. Si d'une semaine à l'autre, tu vois qu'il y a plus de kilos sur la balance, tranquille. C'est une fluctuation hormonale, c'est pas une anomalie. Il faut que tu le traites comme une fluctuation hormonale. Ne va pas réduire les calories. Tu vois, ne va pas descendre le lendemain à 500 calories en te disant j'ai fait un excès. Non, t'as pas fait d'excès. C'est une fluctuation hormonale. La progestérone, elle interfère avec l'aldostérone, qui engendre une rétention de sodium. Tout simple. Résultat des courses, plus d'eau. Tout simple. Et ça rentrera dans l'ordre 4 ou 5 jours après. Comme je t'ai dit, pas d'affolement. C'est juste une toute petite fluctuation hormonale. Quand la progestérone va chuter, et que tu reviendras en phase de règle, tout rentrera dans l'ordre, du niveau de la rétention d'eau. Donc je te le redis pour la 5e, 6e, 7e fois, je vais encore le redire, je m'en fiche. Quand tu es en phase folliculaire, tu es en mode performance, et quand tu es en phase lutéale, chill, tu es en mode grossesse. Donc, phase folliculaire, tu calcules, tu fais des petits calculs, du jour 7 au jour 14, tu vas à la muscu. Donc déjà, la périménopause, la ménopause, c'est quoi? Au cas où s'il y a des hommes qui ne savent pas. Donc là, tu vois, on est sur des cycles qui sont réguliers. Tous les 28 jours, tu vois les espaces qu'il y a là, tu vois, c'est enchaîné, il n'y a pas d'espace. Hein. Tous les 28 jours, une femme, elle fait ses cycles. Comme je t'ai dit, ça peut être 24, ça peut être 32. Bref, quand tu arrives en périménopause, à ce moment-là,
tu fais un cycle de 28 jours, et après, des fois, il peut y avoir une pause sans rien, une pause qui peut durer 60, 90 jours, voire même 120 jours, sans aucune règle, sans aucun cycle. Et c'est là qu'on parle de périménopause. C'est quand les cycles ils commencent à devenir un peu aléatoires. Et quand tu arrives en ménopause, c'est quand il n'y a plus de cycle. Ça se déclenche comment? Ça se déclenche avec ce qu'on a vu dans un des premiers chapitres. Les ovocytes. Quand tu es jeune, du moins quand tu es à ta naissance, le stock d'ovocytes, il est plein. Et ensuite, il va diminuer. Arrivé à la puberté, il va t'en rester 300-400 000. De cycle en cycle, rappelle-toi, il y a des ovocytes qui vont venir pendant la phase folliculaire se développer. Il y en a un qui va finalement se transformer en ovule. Tous les autres vont mourir. Donc de phase folliculaire en phase folliculaire, de cycle en cycle, le stock il va diminuer encore plus, encore plus, encore plus, jusqu'à arriver en ménopause ou en périménopause. Périménopause, je ne l'ai pas noté. Le stock, il est réduit, tu vois, vraiment, il ne reste plus beaucoup. Et quand tu arrives à la ménopause, c'est vraiment, tu vois, quand, comme je t'ai dit tout à l'heure, il te reste 3 euros à la banque, c'est quand il n'y en a quasiment plus. Voilà comment se déclenche la périménopause et la ménopause. C'est le stock d'ovocytes qui tombe quasiment à zéro. Quand le compteur il est à zéro, comme ça, tu n'as plus de cycle. Donc, les œstrogènes et la progestérone restent à ras les pâquerettes. C'est pendant tes cycles où, rappelle-toi, ça fait des pics, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et je ne sais pas si je te l'ai dit, en fait, c'est le follicule de l'ovocyte qui vient envoyer un gros pic d'œstrogène. Voilà, c'est le follicule de l'ovocyte qui fabrique 90-95% des œstrogènes d'une femme. Donc, quand il n'y a plus d'ovocytes, il n'y a plus de pic d'œstrogène. Il n'y a plus de pic de l'hormone qu'on a vu tout à l'heure, rappelle-toi. Folliculo-stimulante hormone, la FSH, qui vient faire, entre guillemets, gonfler l'ovocyte, qui vient le faire croître. Et une fois qu'il est arrivé en pleine maturation, FSH, enfin pardon, qu'est-ce que je raconte, pardon, désolé, LH, luteinizing hormone, elle vient mettre un coup de couteau, un coup de ciseau à l'ovocyte, à l'ovule qui est bien fait, pour l'envoyer voilà, dans les trompes, etc., pour préparer une fécondation. J'espère que j'ai pas été fouillé. Donc en périménopause, tu fais encore des cycles, il te reste encore quelques ovocytes, ça t'arrive d'avoir des fluctuations hormonales, de faire des montées descentes, c'est pas régulier, et une fois à la ménopause, c'est le calme plat. Donc en ménopause, tes œstrogènes sont au plus bas, comme dans un cycle menstruel quand tu arrives. Rappelle-toi, en phase lutéale, les œstrogènes sont bas, sauf que la progestérone ne sera pas élevée. La progestérone est aussi basse. Résultat direct, les œstrogènes, on a vu tous leurs bienfaits. Bienfait numéro 1 qui se voit direct, c'est, je te rappelle, parce que je ne l'ai pas renoté depuis, c'est la synthèse de quoi? C'est la synthèse du collagène et de l'élastine, d'accord? Donc quand tu arrives en ménopause, tu as la peau qui fripe. J'avais donné l'exemple du mec qui est en surpoids, qui fait beaucoup d'œstrogènes, beaucoup d'aromatase, tout ça. Lui, il a une belle peau, non pas parce que sa peau elle est pleine de graisse et pleine d'eau, c'est justement qu'il profite de tous les bienfaits de l'œstrogène. Donc, premier point, tu le vois direct, la peau qui fripe. Numéro 2, les œstrogènes, ils stockaient le gras où? Dans les zones gynoïdes, hanches, fesses, seins. Œstrogène bas égale quoi? Stockage ventral. Voilà. Il n'y a plus de raison de répartir le gras de manière équitable entre les fesses, les hanches et les seins. Là, tu vas stocker quasiment tout dans le ventre. En plus de ça, t'ajoutes une moins bonne sensibilité à l'insuline. Rappelle-toi, les œstrogènes, ils avaient des bienfaits sur l'insuline, sur tes récepteurs des muscles et du foie. Tu retires ça et tu consommes en parallèle exactement le même nombre de glucides que quand tu avais 20 ans. Tu es moins sensible à l'insuline, tu vas stocker un peu plus. Tu ne peux pas manger la même chose à 20 ans qu'à 50 ans. C'est pas pareil, c'est pas la même vie. Enfin, c'est pas le même, t'as pas le même profil hormonal et métabolique. La part de pizza que tu mangeais à 20 ans, elle n'avait aucun effet sur ta composition corporelle. Peut-être de temps en temps des petits boutons qui poussaient, rien de plus. Et quand tu as 50 ans, tu rebouffes la même part de pizza, tu prends direct. Voilà. Sensibilité à l'insuline, t'as l'activité de la LPL, tout ça, laisse tomber. T'ajoutes à ça les années de malbouffe qui ont déjà, de base, flingué tous tes récepteurs d'insuline, le stress oxydatif qui a flingué tes membranes cellulaires, tout ce que je t'ai dit dans d'autres vidéos, et t'arrives en ménopause avec un gros surpoids, et là, ça va être un peu la misère pour maigrir, mais tu peux encore. Comme je t'ai dit, à 50 ans, tu ne brûles plus les calories de la même manière. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Ça, faut l'accepter. Maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. Plus de produits transformés, plus d'alcool. L'alcool, ça te flingue ton axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire ovarien. Ça l'active et ça te le flingue. Ça bloque tous les signaux. FSH, LH, GNRH, tout ça, ça te flingue. Ça vient brouiller les signaux. Donc même si tu es encore jeune, tu vois, l'alcool, ça te... Même si tu es en phase folliculaire où théoriquement,
Tu avais les oestrogènes élevés. Si à ce moment-là, tu bois de l'alcool, tu flingues ton axe HPO, laisse tomber. Tu feras moins d'oestrogènes, tu prendras plus de poids. Bref, l'alcool, c'est un poison. Un poison pour le foie, un poison pour le corps, pour tes hormones, pour tout. Tu viens t'empoisonner le foie. Les hormones stéroïdiennes sont faites à partir de, je te laisse parler, cholestérol. Voilà. Le cholestérol, 70-75%, il est fabriqué dans ton foie. Tu bois de l'alcool, tu flingues ton foie, tu flingues ton foie, tu flingues ta production hormonale et tout ce qui va avec. Donc bref, pas d'alcool. Ça, c'était le petit rappel. Truc à savoir aussi, plus tu vieillis, plus tu avances dans l'âge, hein, je vais être gentil, on va dire plus tu avances dans l'âge, et plus tu perds du muscle si tu t'es pas entretenu. Je le note. Oui, en fait, c'est hormonal, mais c'est aussi dû à ta consommation de protéines, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. De toute façon, je te le dis, hein, arrivé 30 ans, là t'attends même pas la ménopause, arrivé 30 ans, la musculation c'est plus une option, c'est plus une activité comme ça devient une obligation pour toi. D'un point de vue composition corporelle, même ton profil hormonal, mais d'un point de vue santé, d'un point de vue vieillesse, ce qu'on veut nous, c'est au moins vieillir en bonne santé. On finira tous entre quatre planches, on est tous égaux là-dessus, il n'y a pas de souci, mais le fait de faire un peu de musculation, ça va voilà, t'aider à la retraite à faire ton jardin tranquillement, tu vois, tu seras pas « Ah, j'ai mal au dos », non, tu vois, voilà, vieillir en bonne santé, je pense que c'est l'objectif qu'on a tous. Donc la musculation, après 30 ans, c'est plus... voilà, ça devient une obligation. Donc je te disais quoi pour la protéine? Il va falloir que tu augmentes un peu ta protéine, justement pour pallier à cette perte de muscle. Déjà, dans un premier temps, tu t'entretiens, tu fais de la musculation. Déjà, ça va te faire gagner du muscle, il n'y a pas d'âge pour prendre du muscle. Mais aussi, il faut que tu consommes suffisamment de protéines pour éviter ce qu'on appelle la séquestration splanchnique. J'en ai déjà parlé en podcast. Ok, ça s'écrit splanchnique, mais ça se dit splanchnique. En fait, tu vois ton tube digestif. Ton tube digestif, c'est théoriquement ton organe qui vit le plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il se répare directement à partir des protéines que tu lui envoies. Il en garde. Quand tu as 20 ans, il en garde 20%, 20-25%. Et plus tu avances dans l'âge, et plus cette taxe va augmenter. Quand tu as 20 ans, ça ne s'appelle pas la séquestration splanchnique, ça s'appelle l'extraction splanchnique. Quand tu arrives à 50 ans, là, ça se transforme en séquestration, parce il séquestre, tu vois, il garde tout pour lui quasiment. Quand tu as 50 ans, cette taxe, elle monte à 50%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si lui, là, il garde 50% des protéines, eh ben, tu perds 30%. Tu perds 30% et ça sera 30% en moins redirigé vers tes muscles. C'est tout simple. Donc, si, quand tu as 20 ans, tu es à 100 grammes de protéines, ton tube digestif, il va garder ses 20 grammes et tu auras 80 grammes pour le reste. Ok, il n'y a pas que les muscles qui consomment des protéines, on est d'accord? On va dire, pour l'exemple, tu as 80 grammes pour tes muscles. Quand tu arrives à 50 ans, ok, cette taxe, elle augmente à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà sur tes 100 grammes, voilà, le tube digestif, il garde 50. Résultat des courses, il te reste que 50 pour les muscles et tout ce qu'il y a autour. Donc, si tu n'as pas assez de protéines pour nourrir tes muscles, ils vont se bouffer eux-mêmes et tu vas les perdre. C'est tout simple. Donc, augmente tes protéines quand tu arrives à 50 ans. Homme comme femme, hein. Ça c'est homme comme femme. Séquestration splanchnique, on est tous frappés par ça. Autre truc à faire important, tu dégages tout ce qui va te créer de l'inflammation, des ballonnements notamment. Les FODMAP, tu vois, là, est consommé en trop gros excès, ça peut te faire ballonner, les oignons c'est pareil. Après, on est tous différents. D'accord? On a tous un système digestif différent. Ce que tu dois faire, tu manges, tu notes, tu regardes comment ça se passe et tu dégages les aliments qui contiennent, tu vois, des FODMAP et qui te font ballonner. FODMAP, c'est tout ce qui est les aliments qui fermentent. Donc, le F de FODMAP, ça veut dire fermenticides, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. C'est des sucres. C'est des sucres à chaîne courte. Je ferai peut-être un réel là-dessus. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Dis-toi juste, tous les FODMAP, ça dégage. La patate douce, c'est le top du top. Patate douce, épinards, tout ça, franchement, magnifique. Il n'y a pas trop de FODMAP là-dedans. Enfin, je crois qu'il n'y en a même pas du tout. Et comme je t'ai dit, regarde ce qui te fait ballonner, tu prends note. Et si ça te fait ballonner, tu dégages. Parce que oui, le microbiote, il agit directement sur tes humeurs. Le microbiote, c'est un truc de fou. Ça agit directement sur ton cerveau. C'est connecté de toute façon, hein. Tu vois, tu as tout ton microbiote. Voilà, on va dire que là, tu as le pancréas. Ok, tu as le foie. Tu as le cœur ici. Tu as les poumons derrière. Enfin bref, tu vois. Et tout ça, c'est relié par un truc qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, il part de ton cerveau. Et hop, il vient relier tout. C'est un truc de dingue, il vient tout relier. Et il y a tout qui communique. Le microbiote, il communique directement avec le cerveau. Ça joue sur tes humeurs. Il faut que tu retires tout ce qui te cause de l'inflammation, surtout au niveau du microbiote. C'est ultra important. Ça joue sur tes humeurs, sur tes envies, sur ton sommeil surtout. Un complément qui peut t'aider, qui peut améliorer ta santé
Du microbiote, attention, c'est pas de la pratique illégale de la médecine. C'est quoi pour me couvrir, que je me prenne pas un procès? Je vais dire, j'ai entendu une fois un podcast, un médecin qui disait que prendre des probiotiques, ça pouvait être bénéfique pour le microbiote. Donc, probiotique, tu as plusieurs souches. Ce qui, le médecin, il a dit quoi? Il a dit les deux souches à prendre, c'est le lactobacillus, d'accord? Lactobacillus, je sais plus comment c'est écrit. Lactobacillus bifidobacterium. Il y a des probiotiques pour tout, mais ceux-là, c'est ceux Bifidobacterium. Désolé, hein. Bifidobacterium et lactobacillus. C'est deux souches qui sont, voilà, qui sont bonnes. Le médecin a dit, hein, il a dit qu'il fallait prendre ces deux souches pour vraiment, tu vois, améliorer la santé de son microbiote. Bref, comme je te dis, moi je suis pas médecin, je répète juste ce qu'il dit. Donc voilà, tout ce qui va être FODMAP, tu dégages. Tout le pain, les céréales, tout ce qui te fait ballonner, tout ce qui cause de l'inflammation, ça dégage. Numéro 4, un truc à faire, c'est déjà d'aller voir ma vidéo sur le stress oxydatif et consommer suffisamment d'antioxydants qui vont améliorer un peu, tu vois, ta santé mitochondriale. Voilà, antioxydants, tout ce qui est polyphénol, tout ce qui est vitamine E, vitamine C aussi, les fruits rouges, framboises, fraises, mûres, etc. La grenade, c'est super. Aussi, tu as aussi les oméga 3. Voilà, tu dégages l'inflammation et tu prends aussi des antioxydants. C'est pas des médicaments que je suis en train de te donner, hein. Pas de pratique illégale de la médecine. C'est juste des conseils que je te donne. Donc tu prends tout ce que je viens de te dire là dans ce chapitre, je vais te faire peut-être un petit résumé vite fait. T'ajoutes à ça un léger déficit calorique et même en ménopause, tu perds du poids. Résumé rapidos, musculation, après 30 ans de toute façon c'est plus une option, c'est une obligation. Tu consommes suffisamment de protéines pour éviter l'extraction splanchnique, enfin du moins la séquestration splanchnique qui vient te taxer 50%. Tu dégages les FODMAP, le blé, tout ça, ça dégage tout ce qui crée de l'inflammation. Tu consommes suffisamment d'antioxydants, tu crées un léger déficit calorique, j'ai rien inventé encore, et aussi tu soignes ton sommeil, parce que bon, ménopause, périménopause, bouffée de chaleur, le réveil nocturne, tout ça, c'est un peu la misère. Soigne au maximum ton sommeil, c'est là où tu peux avoir des pics d'hormones de croissance, IGF-1, etc., qui seront impératifs si tu veux prendre du muscle. Et aussi, d'un côté, brûler de la graisse. Hein. J'avais dit, pendant ton sommeil, l'hormone de croissance, elle est sécrétée, c'est une hormone lipolytique qui vient, entre guillemets, casser les cellules graisseuses pour fabriquer de l'énergie. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, j'en ferai un podcast. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. J'ai pas traité de l'endométriose, j'ai fait exprès, je garderai ça pour plus tard. J'ai pas traité aussi non plus du syndrome de l'ovaire polykystique, pour moi qui n'est pas une maladie gynécologique, qui est plus une maladie métabolique, en lien directement avec la résistance à l'insuline. D'ailleurs, le fait de faire de la musculation, ça va améliorer voilà, la réception, enfin les signaux métaboliques du pancréas qui vont améliorer ta sensibilité à l'insuline, créer des cellules, tu vas créer des mitochondries. Aussi, tu brûleras, tu auras un métabolisme basal un peu plus élevé, plus tu as de viande sur ton squelette, et plus tu brûles de calories, donc plus tu peux créer un bon déficit calorique. Franchement, musculation impératif. Musculation 3-4 fois par semaine. Les autres jours, si tu peux, tu fais un peu de cardio. Cardio doux, ne va pas te mettre dans le rouge, ne va pas faire comme moi du fractionné autour d'un terrain de foot où tu tournes, tranquille. Ton fractionné à toi, ça va être quoi? Marche en pente à 15 degrés, 2 minutes, tu redescends, tac, 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 tac. Enfin voilà, petit truc aussi, petit truc que j'ai pas noté, que j'ai pas dit, mais buvez suffisamment, tout simplement. Si tu bois suffisamment, tu vas chasser l'inflammation. L'inflammation, c'est du feu que tu as dans le corps. Hein. Donc, déjà, première chose, pour chasser l'inflammation, c'est déjà de boire. Ça sera déjà un premier pas, tu vois. N'hésite pas à regarder la vidéo 4-5 fois, vraiment, pour comme ça tu maîtrises. Tout est lié, hein. Je sais pas si tu as remarqué, tout est lié, les ovocytes, machin, vraiment, tout est lié. J'ai essayé d'articuler le truc du mieux possible pour que tu comprennes. Donc n'hésite pas à la regarder plusieurs fois. En plus de ça, tu vas me faire gagner de l'argent, j'en ai besoin. La voiture, je pense qu'elle va pas tenir l'hiver. Je le sens, je sens la patate arriver, je la vois à 1000 km. Déjà hier, je l'ai démarré, elle a commencé un peu à tousser. Quand il va cailler, elle va pas. Donc regarde la vidéo s'il te plaît, regarde encore 3-4 fois. Vas-y, mets-moi bien. Et mettez-moi des boosts. Ceux qui me mettent des boosts, cœur sur vous. Vraiment, cœur sur vous. Je savais même pas que ça existait. Franchement, cœur sur vous. Voilà, lâchez des commentaires aussi, des likes. Merci à tous ceux qui le font. Perdre du poids, c'est accessible à tout le monde. Il faut avoir les bonnes informations. Et le secret pour ne plus jamais être gros, je vais te le donner, c'est ce que tu es en train de faire, c'est de s'instruire. C'est vraiment la première des choses à faire. Tu vois. Tu peux compter que sur toi-même. Bon, il y a des coachs qui sont très bons. Moi-même, je fais des coachings. Mais la première des choses que tu dois faire si tu veux perdre du poids, c'est t'instruire. Ne compte que sur toi. À travers mes coachings, j'essaie aussi d'apprendre, c'est le but. Mais voilà, compte sur toi-même.
instruis-toi, intéresse-toi à tout. Les hormones, les calories, le gluten, les FODMAP. N'hésite pas à aller voir des vidéos sur les FODMAP. Donc voilà, intéresse-toi à tout. Si tu es un homme et que tu es encore là, bravo. Bah, tu t'es intéressé, voilà. C'est très très bien. Fais-moi signe en commentaire si tu es encore là. Mets-moi un petit emoji de voiture. Et tu as bien vu que être une femme, des fois, c'est pas facile. Faut faire preuve d'empathie. Il y en a beaucoup qui ne font pas preuve d'empathie sur les réseaux sociaux. Les femmes sont des flemmardes. Faut faire un déficit calorique. Il y a tout le profil hormonal qui entre en jeu. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc voilà, un peu de retenue, j'allais dire, mais plus un peu d'empathie. Un peu d'empathie. Moi d'ailleurs, les amis, j'en peux plus. Ça y est, je suis arrivé à un burn-out, je fais que de travailler. La dernière fois, je suis rentré de chez moi. J'ai mis la clé sur la porte, je suis rentré. Déjà, j'ai pris une tarte dans la gueule. Je suis rentré dans ma pièce, j'ai vu le tableau. J'avais envie de tout casser. J'ai besoin de vacances. Ça dégage. Fin août, je pars en vacances. Voilà, je pars le 29 août. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir pour une vidéo. Je ferai sûrement des podcasts en attendant. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, je sens la patate arriver aussi là-bas. Je sens que mon compte il va sauter dans pas longtemps. Je me suis déjà bouffé des signalements. Les mecs, ils ont trop les nerfs. Enfin bref. Voilà. Donc, fin de cette vidéo. Vous me l'avez demandé. La vidéo sur les glucides, masterclass sur les glucides, un truc comme ça qui va être ultra quali, ça va aussi venir. Ça viendra quand ça viendra. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de boulot encore à faire. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Et donc, ça viendra quand ça viendra. En attendant, n'hésitez pas à aller sur mon ancien podcast, laisser des questions, comme ça je reprends vos messages et je les mets directement sur le podcast. Et d'ici là, on se dit à la prochaine.